Salut, comment vous allez? Est-ce que ça va bien? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Party Time d'Acropolis. Bonsoir Calawan, bonjour Aude B63, salut Ecladus, salut Jésus du ciel, ça va? Bonjour Don d'Organe, bonjour Julie, Agitation, Levin Troulou, bonjour à toi aussi, salut à toi tout seul, Brice Chicari. Pourquoi tant pis à Zurich? C'est moi qui dis ça, c'est ça, c'est entendu. J'ai même pas fait exprès en fait. Ça fait 2 semaines que je fais des blagues de je parle dans le générique et là aujourd'hui je voulais pas le faire et en fait j'ai dit tant pis. Et mais je vais vous dire pourquoi en fait je voulais écrire un tweet pour l'émission et je l'ai pas fini en fait. Et ça, je dis tant pis j'ai pas fini, mais je vais quand même le faire. Comme ça vous allez voir un tweet en direct là. Attention, dans une heure je reçois Anaïs Broud, vice-présidente des Jeunes Démocrates sur Acropolis. Hop, 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 voilà, hop, la petite URL qui va bien. Attention, twitch.tv. Ça, c'est du meublage de qualité, hein, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de régie. Il y a Sylvain et il y a Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé streamer du Mario Galaxy Non, écoute, actuellement, Sylvain travaille. Donc, j'ai proposé, comme je suis là et que je suis quelqu'un de très sympathique, j'ai proposé de le remplacer pendant cette émission. Et j'ai déjà fait 2 bêtises, hein, bien sûr, avant de commencer. Alors vas-y, dis-nous tout. Je peux vous dire, du coup, je vous avoue tout. J'ai oublié de baisser de manière subtile le son de Vexento, ce qui fait que j'ai coupé d'un coup et j'ai directement lancé le générique. Et bam, d'accord. Bon, c'est pas très grave. Et j'ai oublié d'attendre la fin de l'introduction avant de faire la transition. Donc ça commence déjà très très mal. Mais bon, bref, c'est des trucs de technicien si vous voulez. Ah, comme dit Azuril, c'est des bêtises de stagiaire, ça. Voilà. Ok. Mais si Calawan, c'est presque pro. C'est presque pro. Ça viendra. Tous les pros font des erreurs. Mais oui. La première fois est toujours très difficile, hein, on le sait tous. Oui, Raphaël, bah oui, mais ça s'oublie jamais par contre. Et après, ça se passe bien. Bah oui. Voilà. Non, mais tout va bien se passer, Raphaël. Toi et moi, là, maintenant, on a fait connaissance. Oui. On t'a expliqué comment balancer les images, donc. Oui. T'es prêt, hein? Voilà. Mais pas tout de suite. Hein, non, mais t'inquiète pas. T'es mignon, hein? Bon, hein, merci. Excusez-nous. Ah bon, désolé, hein, mais on apprend à se connaître aussi. Hein, bah oui, on se connaît pas encore très bien. Facile. Première fois qu'on se voit. Si seulement. Bon, eh bien, allez, bam, je balance le sommaire tout de suite. Là, mon tweet, il est parti. Ça va faire venir des millions de personnes parce que j'annonce quand même une vice-présidente des Jeunes Démocrates, c'est-à-dire les jeunes du MoDem. Et donc, eh bien, le sommaire, je vais commencer par la fin. Donc, inviter Anaïs Broud, je crois, qui est vice-présidente des Jeunes Démocrates, qui sont en fait les jeunes du MoDem. Et ça me permettra, avant ça, eh bien, de vous brosser la brève mais néanmoins passionnante histoire de ce parti qu'on appelle le MoDem ou le mouvement démocrate auquel est rattaché le mouvement des Jeunes Démocrates. Qu'est-ce que ça? J'ai pas mentionné le bon compte Twitter. Comment ça? J'ai fait le mauvais Acropolis? Impossible. Non, t'as fait Jeunes Démocrates FFE. Et bien alors, c'est pas les mêmes? Je ne sais pas. Bah si, les JDEM. Si, c'est le bon logo. Hein. Mister JDEM. Ah, mais c'est la Fédération des Jeunes Démocrates pour les Français. Oh, mais ils font chier. Oh là là, non, mais c'est pas possible. Ah, c'est J-Démocrate. Ah, pratique, merci. Ah, ok, ben merci. Bon, je vais corriger ça tout de suite. Le streamer est pro. Le streamer est très pro. Le streamer reste au dernier moment pour son tweet, donc forcément, il se plante. Salut à toi aussi, Sorbiu. Et merci Sylvain, hein, avec Cladus pour le petit rappel. Et je veux bien sûr parler des attention, J_démocrate. Le streamer est plus pro que la régie. Il y a Samémar qui demande combien de dab à des millions de vues. Enfin non, attends, c'est combien? Ça fait combien de dab des millions de viewers? Wow, bah toujours un seul, hein. Un seul dab. C'est un tous les milliers, donc après, oui, ça peut faire beaucoup par contre. Si on arrive, bon, voilà. Jeune au modem, Charles Maurice, est-ce que c'est moins de 65 ans? Pas du tout. C'est 32 ans, mais je reviendrai. Enfin, oui, c'est 32 ans. Je réponds à quelque chose que je dirai plus tard, mais j'ai regardé ça tout à l'heure, c'est 32 ans, la limite. Je pensais que ça n'allait pas plus haut que 30, mais en fait, si. Voilà, donc ça ferait 1000 dabs sur l'arrivée à 1 million. Voilà, et donc l'émission, ça serait 1000 dabs. Ce serait passionnant, n'est-ce pas? Et donc, avant tout ça, eh bien, je vais vous parler de la fin de l'ère Pierre Laurent au Parti communiste français, puisqu'ils ont leur cabinet. Rapidement aussi, je vous évoquerai le Shadow Cabinet de Laurent Wauquiez. Et puis, plus longuement, je reviendrai sur le blues des maires de France, puisqu'une étude est sortie commanditée par l'Association des maires de France
est mise en place par le CEVIPOF. Comme ça, je vous dirai ce que c'est que l'AMF et aussi ce que c'est que le CEVIPOF. Et vous saurez tout. Et aussi, vous saurez tout sur ces maires qui sont déprimés au point de ne pas vouloir se représenter pour les élections municipales de l'année prochaine. Ça va, t'arrives à suivre jusque-là? Parfait, Raphaël, j'écoute pas ce que c'est tu bon? dis parce que ça m'intéresse pas, mais Ah sinon bon, ok. j'arrive à suivre, t'inquiète pas. Ça fait plaisir, merci. Non, Bon, en tout cas, je sais pas si Sylvain il travaille, mais il est très présent sur le chat. Oui, je vois que ça travaille pas beaucoup, Ah. il est en train de répondre aux commentaires et de dire des bêtises, donc... Et ça le marre, c'est que Sylvain serait encore un jeune selon le modem. Exactement. Exactement. Car Sylvain n'a que 31 ans, comme il l'a dit mardi. Un Que petit gamin. Oui, bon, ça va. Merci. Combien déjà 36. 36. Ah. 36 depuis hier, s'il vous plaît. Depuis hier, Voilà. effectivement. Depuis hier, voilà. Et toujours pas un seul cheveu blanc. Merci. La patate. Merci Sylvain, merci, ça fait plaisir. Bon, et bien alors, le PCF et le congrès. Donc là, normalement, tu vois, Raphaël, c'est là où tu commences à lancer l'image et Ah à ouais, changer. incroyable. Et donc là, je fais attention. Avec illustration, Oh voilà. là là, et donc attention, le PCF. Merci pour vos jeux anniversaires spontanés, ça fait toujours plaisir. Alors donc, le vénérable Parti communiste vit un moment historique actuellement, hein, puisque donc ils sont en train de tenir leur congrès au gymnase Venise-Gona à Livry-sur-Seine et à seulement 30 minutes à pied de ce studio. Alors j'ai regardé et aussi 14 minutes à vélo. Faites du vélo, c'est vachement mieux. Et alors je me suis dit mais Venise-Gona, mais c'est quoi ce nom? Et quand même j'ai regardé parce que vous savez, je suis quelqu'un de curieux. Je sais pas si vous êtes au courant, mais bref. Merci. Attends. Merci Charles Maurice, merci Sorbu, merci Aude B63, merci Azuric, merci Salnemar, merci Brice Shakiri. Et Charles Maurice nous dit que l'AMF demande à Sciences Po de dire à quel point ils sont indispensables et mal aimés et personne pour trouver que le lobbying public va trop loin. Non, pas tout à fait, non. Charles Maurice, c'est l'AMF qui a demandé aux maires comment ils se sentaient vis-à-vis de leur travail, enfin leur mission, leur mandat. Mais tu vois, j'expliquerai ça tout à l'heure. Et alors, qui était Venise-Gona? Pourquoi cette personne a donné son nom à un gymnase à Ivry-sur-Seine? C'était juste un militant du PCF et aussi résistant, et il a organisé quand même l'action résistante des communistes sur toute la Bretagne des 5 départements, n'est-ce pas? C'est-à-dire les 4 de la Bretagne, plus la Loire-Atlantique. Et il a fait tout ça pendant 2 ans, de décembre 40 à décembre 42. Et si j'ai bien compris sa petite biographie que j'ai trouvée, bah, il a été attrapé. Et donc ça s'appelait l'Inter-PR4, le nom de ce réseau, et il a mis en place la direction des différents départements, les secteurs, etc. etc. Et il a été le fondateur du Front National. Oui, alors pas le Front National de Jean-Marie Le Pen, hein, le Front National résistant. Hein. Voilà, c'est pas exactement la même chose, enfin pas du tout même. J'étais à gauche et des premiers groupes de francs-tireurs et partisans français dont il jeta les bases dès le début de 1941. Et donc, tout ça pour qu'il donne son nom un jour à un gymnase à Ivry-sur-Seine. Je ne sais pas s'il avait pensé à ça. Arrêtez de bouger, s'il vous plaît, Raphaël. Et donc, c'est tout le charme de la banlieue rouge où on peut apprendre l'existence de résistants communistes dont on n'avait pas la moindre idée. Merci, la banlieue rouge. Et donc, première historique dans l'histoire du Parti communiste, hein, c'est-à-dire que la direction sortante est sortie avant qu'elle ne l'ait décidé elle-même, hein, parce que en général, les congrès du PC, c'est bien organisé. Et vous avez... Non, tu ne mettras pas pause. Vous avez vous avez les directions sortantes qui organisent leur succession. Et donc, c'est quand elles ont décidé que le premier secrétaire du PCF avait fini son mandat, que quelqu'un pouvait lui succéder. Et bien là, c'est pas ce qui s'est passé, puisque Pierre Laurent était candidat à sa succession, mais qu'il a perdu. Et oui. Donc ils ont négocié depuis un mois là pour savoir comment ça allait se passer, parce que donc, Pierre Laurent a fait que 38%. Et son opposant, un certain Fabien Roussel, député du Nord, a fait 42%, et il reviendra le premier secrétaire du PCF. Et voilà, et tout de même, Pierre Laurent, l'autre consolation, sera numéro 2 du parti. Alors je ne sais pas exactement quel nom ça va prendre. Est-ce qu'il sera secrétaire honoraire, je sais pas, membre du Politburo, président du Politburo, je sais pas du tout. Et en tout cas, donc ils ont réussi à s'arranger pour qu'il n'y ait pas des listes qui s'affrontent l'une contre l'autre et que ce soit un peu plus propre. Même s'il risque d'y avoir une petite liste de la liste menée par une certaine Elsa Fossillon, hein, qui est députée également, et qui, elle, par contre, mène le groupe qui est
partisan d'une alliance avec la France insoumise, ce que n'est pas du tout ni Pierre Laurent d'ailleurs, ni Fabien Roussel, qui sont des identitaires communistes purs et durs et qui veulent que le parti soit autonome, indépendant et se présente sous ses propres couleurs. Le divorce avec Jean-Luc Mélenchon est consommé, en tout cas pour cette partie-là du PCF. Donc est-ce que d'autres vont partir et aller grossir les rangs de la France insoumise? Je ne sais pas, nous allons bien voir. Hein. Et oui, Charles-Maurice Faucillon, Parti communiste, fallait oser, c'est vrai, c'est tout drôle, j'avais même pas fait le lien. Et Psix99, tu nous dis que c'est secrétaire du Seine ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, voilà. Il pourrait devenir président ou secrétaire du Conseil national, l'équivalent du parti, du gouvernement, du Parlement pour le Parti communiste, ce qui serait une espèce de poste symbolique et enfin bon, à l'autre consolation plus qu'honorable, sachant que de toute façon il reste aussi sénateur de Paris, Pierre Laurent, donc nous n'allons pas non plus nous apitoyer sur son sort, hein, tout va bien pour lui quand même, hein, même si humainement parlant je peux comprendre que perdre comme ça doit pas forcément être évident. Hein, et toi t'en penses quoi, Raphaël? Ah, je t'avais prévenu. Hein. Oui, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, faut pas que je soude dans le micro quand je rigole. Voilà, comme ça. Ok, très bien. Merci Raphaël pour cette intervention pertinente. Mais de rien. John Dafox, quelqu'un a dit que le PCF était un parti stalinien pendant longtemps ou pas encore? C'est-à-dire, je comprends pas en fait. Oui, ils sont staliniens dans la partie d'organisation, mais justement le fait qu'ils aient pas réussi à ce que la liste sortante soit majoritaire montre que le stalinisme marche moins bien qu'avant, visiblement. Et identitaire, pas vraiment, puisque 99, quelqu'un qu'on ne s'efface pas en essayant de rassembler les forces de gauche. D'accord, bon, écoute, là, voilà, quand je dis identitaire, c'est-à-dire c'est quand même ils tiennent à leur logo et qu'ils n'ont pas envie de, effectivement, de s'effacer derrière. C'est ce que je voulais dire tout simplement. Hein. C'est-à-dire, le problème, c'est que toutes les forces de gauche actuellement sont identitaires, dans le sens où elles veulent absolument être soit en tête, soit ne pas disparaître. Donc, ça va poser problème probablement au niveau des européennes et sûrement après, plus tard, au municipal. Loustic, peut-il y avoir une liste front de gauche entre le PSF et la France insoumise? Ah non, le front de gauche a disparu. Les composants du front de gauche sont soit à la France insoumise, soit il y a le PC, tout seul qui existe, comme on le voit aujourd'hui, où il devrait donc faire une liste avec Yann Brossa en tête de liste, qui a d'ailleurs commencé sa campagne, hein, puisqu'il est sur le terrain tous les week-ends et une semaine et la moitié de la semaine à Paris, où il est adjoint au logement. Voilà, tout simplement. Charles Maurice, la gauche c'est clocher et la blague éternelle. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Je suis d'accord. C'est la gauche qui aime bien jouer à qui est le meilleur, et donc forcément ça multiplie les petits groupes, quoi. Psy 99, le stalinisme a été mis de côté quand l'URSS a déstalinisé et le PCF a été pro-URSS à la fin des années 60. 72 plus 78 dans les grandes dates. C'est vrai, malgré ça, le Parti communiste français est un des derniers à avoir arrêté de défendre Staline, en fait, hein, avec l'italien. Et ça, voilà, c'est une petite archaïsme qui a été long à disparaître. Voilà. Bon, ça c'était pour donner une nouvelle du PCF, et c'était aussi parce que leur congrès était à seulement 2 km de nos studios, que c'était plutôt rigolo. Et c'est en ce moment même d'ailleurs jusqu'à samedi. Voilà, on verra s'ils enfilent des gilets jaunes samedi par solidarité ou s'ils font juste comme d'habitude. Est-ce qu'ils vont faire comme Jean Lassalle peut-être, n'est-ce pas, et bloquer leur congrès? Allez savoir. Salut X faisant XX, bonjour. Agropolis, que quitter l'UE est nécessairement une régression étant donné qu'elle est économique pour l'instant? Je ne sais pas, là je ne parle pas d'Europe. Et donc je suis en train de parler du PCF. Et je vais vous parler maintenant de quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, et qui s'appelle le Shadow Cabinet. Et donc vous voyez tous ces gens-là derrière moi. Alors vous savez peut-être, l'Angleterre nous a apporté le Brexit, mais aussi les Beatles, le Fish and Chips, le Mars Free, Oasis, le groupe, hein, pas la boisson, et bien sûr aussi le Shadow Cabinet. Et alors ça veut dire quoi, ce Shadow Cabinet? C'est le cabinet des ombres. Alors rien à voir avec Harry Potter. Ça consiste à doublonner le... Ouais, mais Angleterre, pardon, tu vois, Shadow. Ouais, mais non, mais c'est ta génération, toi, non? Tu dis que Harry ça? Potter? Ouais, non. Ouais, je suis un Potterhead de bout en bout, ouais. Bah ouais, hein, c'est ça. D'accord, t'es Poufsouffle, Serdaigle. Moi, je suis plutôt Serpentard. Ouais. Ah d'accord, très bien. Voilà. Très bien. Ok, bon, super. Merci pour cette parenthèse. Voilà, c'est bien. Non, mais moi, je fais attention aux jeunes. Je sais qu'ils lisent que ce livre, alors j'essaye de m'adapter. C'est vrai. T'es allé voir Fantastic Beasts? Non, pas encore, mais tout le monde en dit du mal, donc j'ai pas tellement envie d'aller le voir. Ça me paraît normal, je pense. Que je sais pas.
Oh là là, ça s'est emballé. En même temps, je trouve pas surprenant qu'après l'effondrement d'un parti de gauche, il y ait immédiatement une émulsion de plein de partis qui essaient de prendre le flambeau. Oui, mais Madbab, t'as pas tout à fait tort. Ecladus nous demande si c'est pas Bayrou qui a inventé le cabinet. Eh bien non, mon cher Ecladus, je vais y revenir. Donc, en quoi ça consiste le cabinet? Eh bien, en français, ça s'est traduit par contre-gouvernement, mais moi je préfère Shadow Cabinet, c'est un truc plus mystérieux là. Tout de suite, on sait pas trop ce que c'est. Donc, en fait, c'est-à-dire on doublonne le cabinet, donc c'est-à-dire le gouvernement au pouvoir avec des responsables en miroir ou en shadow qui suivent comme leur ombre les ministres. Et donc ça veut dire qu'en cas de prise de pouvoir, eh bien, tous les shadow ministres deviennent des vrais ministres du sujet dont ils s'occupaient actuellement, en fait, tout simplement. Et donc je sais pas pourquoi, mais ça, depuis longtemps, ça fait fantasmer en fait des hommes politiques en France. Et régulièrement, on a vu apparaître des promesses et des mises en place de shadow cabinet à la française, sans doute pour montrer qu'on est prêt. Sauf que, en fait, c'est un intérêt, enfin, à mon avis, hein, dans un système parlementaire où les élections peuvent être provoquées comme ça, quand il y en a besoin, typiquement en Angleterre, où il y a un mandat qui est de 5 ans, je crois, mais souvent, en fait, eh bien, on décide de faire des élections avant. Israël fait ça aussi beaucoup. Mais alors qu'en France, les élections, c'est quand même, sauf accident, hein, comme la dissolution de Chirac 97, c'est quand même tous les 5 ans. Et voilà, on sait bien que c'est rythmé par la présidentielle aujourd'hui, donc un chef de cabinet. Et bon, voilà, c'est juste une manière de renommer un peu différemment le système des secrétaires nationaux, hein. Donc là, on est quand même à plus de 3 ans des prochaines élections nationales, hein, mais peut-être que les Gilets jaunes vont pousser Macron à démissionner. Non, je déconne. Donc, alors, comme le demandait Ecladus, hein, mais c'est Sylvain en fait. Eh bien, ce n'est pas François Bayrou qui a inventé le Shadow Cabinet, même s'il en était un adepte lui aussi. Mais en fait, si j'en crois Le Figaro et Wikipédia, eh bien, figurez-vous que c'est François Mitterrand qui est le premier à avoir nommé en 66 12 contre-ministres. Il y avait Guy Mollet, Gaston Defferre, mais rendez-vous compte quoi. Et donc, eh bien, voilà, donc c'est quand même pas tout neuf, hein, 66-68, dans la préparation des élections, de l'élection présidentielle de 1960. Bah, enfin non, en fait j'ai des bêtises, pardon. L'élection, bah non, puisque c'était une dissolution. Bon, enfin il était prêt pour les élections qui allaient arriver en 68 et en 69 ensuite, hein. Il avait donc des contre-ministres, mais ça lui a pas beaucoup porté chance, puisque 68, grosse victoire des gaullistes, et 69, eh bien, c'est Georges Pompidou qui gagne. Il était Premier ministre, il se présente, il devient président après la démission de Charles de Gaulle. Donc raté pour cette tentative de contre-gouvernement par François Mitterrand, qui avait donc tenté le coup avec une douzaine de contre-ministres, ou de shadow-ministres. Euh, Ça s'est pas mal fait pendant mai-juin 68 aussi entre la gauche. Ok, ok. Et en fait, après, l'idée a été reprise longtemps après par d'autres partis d'opposition, et toujours dans l'idée de proposer une alternative crédible, hein, et montrer qu'on a une équipe prête à gouverner, hein, genre, c'est bon, il peut arriver n'importe quoi, c'est prêt, hein. Mais souvent, ça a tourné court, hein. Donc, en fait, en 98, le seul exemple qui donnait après Mitterrand, c'était bah, désolé Billboard si tu comprends pas ce qu'on dit. En fait, c'est une émission qui parle de politique. Donc après, tu as le droit de poser des questions, cela dit, si tu comprends pas. L'idée justement, c'est que si tu comprends pas quelque chose, voilà, il faut demander et on est là pour te répondre. Il vaut mieux demander, hein. Après, tu as le droit de partir. Moi, je force Oui, personne. on ne force pas, mais bon. Mais le but, c'est aussi que tu peux poser des questions. Et moi, je me fais un plaisir de répondre aux questions que tout le monde pose. Oui, je ne vois plus les messages. Merci beaucoup. Pardon, excuse-moi, c'est vrai que j'avais oublié Voilà. que. Donc, ah oui, d'accord, il y a un débat entre Charles Maurice et Psix99 sur ce que c'est que d'être vraiment à gauche. Je vous laisse, alors bon courage. Moi, je continue à parler des shadow cabinet à la française. Et en fait, figurez-vous que c'est Le Pen, Jean-Marie Le Pen, qui en 98 a formé un contre-gouvernement. Il avait dû sentir qu'il serait au deuxième tour en 2002, allez savoir. Faut dire qu'ils avaient fait des gros scores au régional de 98, le Front National. Mais le problème, c'est que, eh bien, assez vite, enfin l'année suivante, en 99, il y a eu la scission au Front National, avec Bruno Maigret qui est parti avec beaucoup de cadres, et donc ce contre-gouvernement s'est évaporé. Le RPR, avant l'UMP, a fait aussi un contre-gouvernement entre 2000 et 2002. Il y avait des gens comme Michel Omary, Devedjian, Gérard Larcher, Christian Jacob, Françoise de Panafieux, c'était François, enfin Panafieux, qui était donc shadow ministre, hein.
Hérault en a fait un aussi en 2007. On y retrouvait Montebourg, Cahuzac, Philippe Etis, Sandrine Mastier, Victorin Lurel, Gaëtan Gorce. À savoir que d'ailleurs Cahuzac a été viré dès la première session de ce compte au gouvernement qui non plus a pas beaucoup, a pas été, enfin pas un grand, une grande activité puisque en fait les sociétés se sont dit non mais on veut pas de Cahuzac. Voilà. Donc, déjà à l'époque ils s'étaient senti un truc. Salut à toi Hannibal. Bonsoir. Bonsoir. Et effectivement, le modem en a fait un en 2010 et l'UDI aussi en 2013 pour l'exemple le plus récent avant donc cette tentative de Les Républicains enfin aujourd'hui depuis hier. Et alors, ce qui est drôle, c'est que vous allez sur le site c'est tellement important pour eux que quand vous allez sur le site des Républicains, eh ben vous n'avez pas la liste. C'est merveilleux. J'ai dû la chercher sur Wikipédia. Non mais enfin, on croit rêver quoi. Et donc il s'agit des gens derrière moi là, la photo, c'est donc Laurent Wauquiez, président de l'UMP, qui présente son shadow cabinet. Tu as une question? Non, je vais te dire justement, tu as tous les noms là de vraiment Je les ai tous, ouais. Je sais pas si je vais les dire tous, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Hein. Les plus importants à tes yeux, on va dire. Alors à mes yeux, le problème c'est qu'il y en a qui sont peut-être importants en interne parce que ça compte au niveau de l'UMP, mais ça, alors là, moi je saurais pas le dire. Et il y a des noms par contre que je connais, comme Éric Ciotti, qui est député des Alpes-Maritimes, hein, et qui est à l'intérieur. Ça ne surprendra personne qui le connaît. Nous avons aussi alors un très très jeune député du Nord ou du Pas-de-Calais, je ne sais plus, Pierre-Henri Dumont, qui est à l'immigration. Eh bien oui, parce que vous savez que le Nord-Pas-de-Calais, il y a Calais, et qui a dit Calais, dit les immigrés clandestins qui attendent de pouvoir passer en Angleterre. Et donc, eh bien, c'est tout trouvé pour lui. Et vous avez aussi des gens que je ne connais pas. Ah, c'est à l'industrie, vous avez un certain Olivier Marlex. Donc là, je ne saurais pas vous dire exactement qui c'est, mais je sais que ça, c'est un nom qui m'évoque quelque chose. Et les autres, eh bien, je ne sais plus. Je ne sais pas. Voilà. Thibaut Bazin, si peut-être vous dira quelque chose. Oh, drink. Merci pour tes 500 bits, cher don d'organes. Ah là là, merci et bonjour à toi au Luxembourg, si ma mémoire est bonne. Et donc, vous avez même pas lanqué, hein, il y en a quand même. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, j'ai pas compté, je vais. Et avant de compter. Fais-le maintenant. Pour aller plus vite, ouais, c'est ça. Pour aller plus vite, je vais transformer la liste en liste numérotée. Astuce. Oh là là, t'as vu comment je suis fort? Il y en a 34. Non, mais vous vous rendez compte? 34. Ça valait le coup d'avoir un shadow cabinet à l'aménagement du territoire et de la montagne ou au lien intergénérationnel et grand âge. Ok. Alors, non, mais c'est un sujet important, mais. Enfin bon, en fait, tout simplement, c'est une façon de réhabiller les secrétaires thématiques. Hein. Chaque parti dans son organisation a toujours des secrétaires, quel que soit le nom qu'on leur donne, ou des responsables de commission. Aileen, du coup, il y a un shadow ministre pour chaque ministre, ou est-ce qu'ils créent d'autres ministères? Oui, donc en fait, ils ont inventé leur ministère. Hein. Je suis pas sûr que ça fasse forcément une réponse exactement au ministère. J'ai pas vérifié en fait. Est-ce que ça reprend exactement? Ça reprend peut-être exactement. Non, il n'y a pas de secrétariat d'État aux professions libérales, hein, parce qu'il y a une certaine Valérie Bazin-Malgras qui est donc shadow ministre des professions libérales. Bien. Ok. Voilà. C'est bien. Économie numérique, Christelle Morancet, donc ça c'est la shadow Mounir Majoubi. Hein, voilà, bon, donc beaucoup d'inconnus. Et par contre, ce qui est drôle, c'est qu'ils admettent eux-mêmes que c'est juste un système de secrétaire, un système de secrétaire thématique, hein, et que en fait, en cas de retour au pouvoir des Républicains en 2022, eh bien, ce serait pas forcément eux les ministres. Donc, moi, je me demande, à quoi ça sert, quoi? Et je sais pas qui dit ça. Gultix, en fait, c'est un JDR en temps réel, un jeu de rôle en temps réel. Oui, c'est ça, ils vont jouer à être ministres. Et l'enjeu, c'est qu'en fait, ce soit des gens identifiés comme les interlocuteurs médiatiques des médias. Enfin, interlocuteurs médiatiques sur ces sujets-là. Et par exemple, je suis un média, je veux inviter quelqu'un de LR et avoir la position des Républicains sur les Outre-mer, eh bien j'invite David Lorion. Et si j'ai une question sur les finances publiques, j'invite Véronique Louwagie, ou l'industrie, Olivier Marlex, la défense, Philippe Meunier, ou l'immigration, eh bien Pierre-Henri Dumont, l'agriculture, Laurent Duplon. Et tout ça comme ça, eh bien
Eh bien, non, Charles Maurice, ça ne sert pas à filer des sucettes aux fidèles. C'est de la récompense d'un gros travail et de compétences internes à l'UMP. Je ne te laisserai pas dire ça. C'est de la diffamation, en fait. Diffamation. Diffamation, complètement. Est-ce que c'est Morano à gauche de l'image? Non. Non, pas du tout. Alors, à gauche de l'image, il s'agit de... Ah, je connais son nom, mais elle n'est pas au Shadow Cabinet. C'est une députée de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et, je ne sais Pourquoi est-ce plus qu'elle est sur l'image du coup? parce qu'elle elle est elle a une responsabilité au Bureau national des Républicains. Elle doit être vice-présidente. Je pourrais chercher son nom, je ne sais plus. C'est une... il me semble que si c'est bien elle, parce que je n'ai pas la photo en très gros, c'est pas la députée qui défend... qui défend l'Algérie française. Je ne saurais pas te dire, je suis désolé. J'ai associé Ciotti et compétences. Est-ce que j'ai picolé cher Charles Maurice? Eh oui, je ne sais pas, mais disons que les compétences d'Éric Ciotti sont reconnues au juste niveau, qui sont au niveau de l'UMP. Hein. Moi, après, je ne peux pas m'avancer plus loin. Hein. Voilà. Hein. Bah, après, arrête-toi là. je m'arrêterai là, parce que je vais dire des bêtises peut-être. Oui. N'est-ce pas? On va passer à la suite. Voilà, donc moi, et par contre, ce qui est rigolo, comme j'ai dit, c'est que rien sur le site, aucune newsletter. Les newsletters des Républicains, aujourd'hui, ça donne surtout les passages médiatiques de Laurent Wauquiez. C'est trop bien parce qu'on sait qu'il va passer sur France Culture demain matin à 8h15. C'est génial. Et on a tous envie de se lever pour allumer sa radio le matin sur France Culture et écouter Laurent Wauquiez. Pas vous? Non, je sais pas. Et toi, Raphaël? Moi, à 8h15, je suis en train de travailler. Moi, déjà, je suis à la Startup Nation. Donc, moi, à 7h30, je suis en train de travailler en fait. Est-ce que la Startup Nation, c'est pas plutôt de 10h à 22h? Alors, on peut s'adapter. Voilà, on peut s'adapter à la Startup Nation. Ok. Mais on ne compte pas les heures à la Startup Nation. Ah bah non, tu fais ça pour le plaisir. T'as pas des horaires, t'as des objectifs. C'est ça, des objectifs. Des milestones. Exactement. Ok, très bien. Bien. Ah mais oui, le maître Loup, mais oui, c'est ton président de région. Bon courage. Et donc, eh bien, je vais vous parler du blues des mers. Palabam, on peut passer à la suite. Alors pourquoi tu as une image de Party Time En fait, alors oui, Sylvain, t'as pas tout dit, c'est que je sépare mes parties. D'accord. Enfin, oui. Tes sujets, quoi. Mes sujets, merci, c'est mieux, c'est plus élégant. Par des logos Party Time pour comme ça, eh bien, tu peux. Et après, je montre l'image, ok. Voilà, tu vois. Parce que chaque image ne représente pas tes propos, etc. Exactement. Et là, tu peux attendre un petit peu. Et donc là, je peux attendre un peu avant de passer parce que tu vas à la suite, je crois. C'est formidable, c'est formidable. Exactement. Incroyable. C'est aussi le président de Aude B63. Eh bien, je dois rester neutre, c'est vrai, mais je vous souhaite tout de même bonne chance. Alors, eh bien, oui, une étude, alors en fait, qui est sortie par le CEVIPOF et l'AMF. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a le congrès des maires actuellement à Paris, porte de Versailles. D'ailleurs, il en a reçu Monsieur Macron, Monsieur le Président, en a reçu 2000 d'entre eux à l'Élysée, rien que ça, pour les câliner, parce que vous savez que les maires ne sont pas tous très contents. Et justement, pour prendre le pouls de ces maires jusqu'aux élections municipales de 2020, le CEVIPOF et l'Association des maires de France, l'AMF, vont lancer une étude qui sera tous les ans, donc 2018, 2019 et 2020, jusqu'aux élections, pour savoir un peu comment vont les maires. Et alors, juste comme ça, avant de commencer, c'est quoi le CEVIPOF? Eh bien, en fait, c'était le Centre d'études de la vie politique française, CEVIPOF, mais depuis 2003, c'est le Centre de recherche politique de Sciences Po Paris. Mais ils ont gardé CEVIPOF parce que quand même, ça a daté de 1960 et qu'ils voulaient pas, ils voulaient garder le nom historique. CEVIPOF, même si c'est plus exactement ce que ça veut dire. C'est pas grave, tout le monde s'en fout. Et ça associé au CNRS quand même, donc c'est vous dire que c'est quelque chose de sérieux. Et ça a pour but l'analyse de la sociologie politique électorale et de la sociologie de l'action publique. Et d'ailleurs, ils ont gardé les professions de foi et bulletins de vote des élections législatives de la Ve République sont toutes conservées au CEVIPOF et numérisées et disponibles en ligne sur Internet Archive, c'est-à-dire archive.org. Toutes les professions de foi de la Ve République. Voilà. Et l'AMF, c'est quoi? Eh bien, c'est l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalités, dont le président d'ailleurs est François Baroin et un des vice-présidents. Et Gilles Leproust, le maire communiste d'Alonne, que nous avions reçu ici même le 25 octobre dernier. Une émission que je vous invite à revoir parce que même, j'y fais un dab, hein, n'est-ce pas? Mais est-ce que j'ai parlé d'archives?
Oui, j'ai parlé Tu as d'archives. parlé d'archives, Oui, effectivement. merci pour ta spontanéité. Écoute, Oh là, des waouh. archives, oh là là, Waouh. oh, des archives. Waouh, incroyable. Alors, quand même, je peux pas résister au plaisir de vous faire un tour d'archives, parce qu'évidemment, quand j'ai vu que le CEIPOF avait conservé des professions de foi de toute la 5ème République, je suis allé faire un tour. Et regardez ce que j'ai trouvé, c'est génial. Donc, allez, regardez-moi ce tract du PCF des années, de 1980, tiré d'un petit livret pour la région parisienne, où voilà, c'est une autre époque. C'est 1980, hein, c'est pas, enfin, ça commence à être vieux quand même. Enfin, c'est-à-dire que ça fait 38 ans, mais Ça commence à être vieux. Donc t'insinues que 38 ans, ça commence à être vieux, c'est ça? ouais, mais j'en fous, j'ai 36 ans. Donc Ouais, d'accord, donc c'est pas... Ok. Non, mais c'était juste pour savoir. voilà, mais tu apprendras. Tu verras. Chaque année qui passe, tu comprends mieux. D'accord. Donc vous voyez ce superbe tract sur le logement et la luttons pour du travail, un bon logement, la sécurité. Mais oui, Gravity Zero, tu as bien lu la sécurité, car même les travailleurs ont droit à la sécurité. Il n'y a pas de raison. Et donc ça, c'était un tract. Vous voyez, c'est évidemment, alors il y a un peu de couleur, hein, mais c'est vraiment juste pour la 4ème de couverture, parce que si on je vous garantis, c'est juste du bicolore, hein, c'est-à-dire c'est rouge et noir et blanc, hein, parce qu'à l'époque, le quadricolore, c'était très cher. Aujourd'hui, on s'en fout, mais à l'époque, c'était très cher. Et donc, on faisait plein de tracts en noir et blanc. Oui, John Lafox, c'était en 1980, ce tract. C'est la dernière page d'un livret d'une dizaine de pages qui expliquait que les travailleurs avaient le droit à un logement, à la sécurité de l'emploi, etc., à des augmentations, bien sûr. Et il faut remettre dans le contexte, hein, la gauche n'avait pas été au pouvoir depuis la 4ème République. Hein. Mitterrand avait échoué de peu à la présidentielle contre Giscard, et donc tout le monde attendait 81. Et bien sûr, Mitterrand allait gagner. Et là, après, alors là, je me suis plongé dans l'élection présidentielle de 95, qui est la première dont je me rappelle. C'est la naissance de Raphaël, même pas, il était pas né. 98. 98, ok, merci. Et bam, mange ton coup de vieux. Et donc là, vous allez voir les pressions de foi pour la présidentielle de 95. Regardez-moi ça, Jacques Chirac, c'est du noir et blanc. C'est du noir et blanc, la France pour tous. C'est du noir et blanc. Et à côté, eh bien, la profession de foi de Balladur. C'est reprise des affiches. Hein. Balladur qui avance sereinement vers l'avenir de la France, car il a un projet pour les Français. Et il dit beaucoup de choses. La France que je veux est celle de l'égalité des chances, la France qui donne davantage de liberté aux citoyens et qui, rassemblée, joue un rôle moteur en Europe et dans le monde. Et oui, c'est la France qui, un peu comme la Statue de Liberté, en fait, éclaire le monde du haut de son, je sais pas, enfin, du haut de ses principes, quoi. Bon, bah, il a perdu un Balladur et Chirac a gagné, par contre. C'est parce qu'il y avait trop de texte en fait à droite, donc les gens ne lisaient pas. Ouais, alors ouais. qu'à gauche, c'était simple de lire la France Ça pour tous, s'est joué donc à les pas gens, grand-chose, hein, mais ouais. Ça, à quelques lignes de texte, hein, bien sûr. Exactement. Et comme le dit Aileen, manger des pommes, qui était un slogan en fait inventé par les guignols de l'info. Et il y avait d'autres professions de foi, hein. Vas-y, tu peux les envoyer. Là, François Bayrou, la relève, et oui, il était déjà candidat en 95, il était candidat en 95, en 2002 et en 2007, quand même, et en 2012 aussi, punaise. Et à côté, eh bien, Alain Madelin, avec un tract hideux du orange dégueulasse, trop de typos, trop de texte aussi. Alors ça, c'est pas l'affiche, hein, c'est la profession de foi. Donc on met du texte parce qu'on sait que les gens vont le recevoir dans la boîte aux lettres et ils vont lire. Hein. En plus, rendez-vous compte, 95, c'est la dernière élection présidentielle avant l'arrivée d'Internet, en fait. C'est vraiment un autre monde, quoi. Je crois pas qu'il y avait un seul site de campagne, l'affiche, oui, la signature sur l'affiche tellement 90, exactement. Moi, ce que je préfère là, c'est l'affiche d'Alain Madelin avec pour faire enfin bouger la France. Et en fait, tu as raison, c'est 2002. Mais qu'est-ce qu'elle foutait dans les 95 ? Ah zut alors. Donc oui, tu as raison, c'est 2002, car c'était pour faire enfin rentrer la France dans le 21e siècle. Et oui, mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Qu'est-ce qu'elle fichait dans le calendrier, enfin, dans le... Ah là là, et voilà. Bon, j'en dirai toutes les conséquences. Bravo. Et je me retire. Voilà. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est pas grave, on passe au suivant. Voilà, Arlette Laguillet, par contre, là, c'est bien du 95. Et Jospin, c'était bien aussi 1995. Première candidature de Lionel Jospin. Il était arrivé au deuxième tour, ce coup-ci, contre Chirac. Et vous voyez, c'était le président du vrai changement. Et donc là, je pense que c'est l'affiche de second tour parce qu'il n'y a pas le logo. Oui, à droite, on voit qu'il y a marqué que c'est celle du second tour et celle à gauche, c'est celle du premier. Il y a les dates qui sont marquées. Ah oui, d'accord. Bah, avec la Guillet, de toute façon. Oui, de toute façon, oui. On s'en doutait. Oui, voilà.
On s'en doutait. Et avec la Guillet, c'est 1895. Non, Sylvain, je vais te répondre au premier degré, car savais-tu, il n'y avait pas d'élection présidentielle au suffrage universel en 1895, et les femmes n'avaient pas le droit de se présenter. Alors qu'avec la Guillet, c'est présenté quand les femmes avaient le droit de vote et le droit de se présenter. Et c'est d'ailleurs la première candidate à une élection présidentielle. Et oui, et oui, et oui. Allez, vas-y, on passe au suivant. Alors là, Philippe de Villiers, encore jeune à l'époque, hein, et Jacques Cheminade. Voilà, ah oui, d'accord. Oui, Jacques Cheminade qui était le François Asselineau de l'époque, hein, voilà, qui voulait faire un pont entre l'Europe et l'Asie. Voilà, on lui avait pas expliqué qu'il n'y avait pas de mer qui séparait les deux, mais bon. Et voilà, donc vous voyez Philippe de Villiers qui avait à peine 40 ans, je pense à l'époque, Fifi tout jeune, là, c'est merveilleux. Il arrivait à peine de sa Vendée, et Jacques Cheminade, donc première candidature en 95, avant qu'il puisse se représenter en 2017. Hein, il y a eu du temps entre les deux. Hein. Et vas-y, il y avait ce que j'ai mis ensuite. Ah oui, voilà, oui, je vous ai mis aussi la prochaine fois de Dominique Voynet. Et non, Charles-Maurice Jacques Cheminade, il n'est pas là tous les 5 ans en fait. Il a pas pu se présenter, il a pu faire qu'en 95 et en 2017. Il n'a pas réussi, ou peut-être en 2012, je sais plus, mais il n'a pas pu faire toutes les élections. Il n'a pas pu. Cheminade voulait déjà aller sur Mars. Non, ça c'est plus récent. À l'époque, il était plus sur l'Eurasie. Faire un truc contre les États-Unis, faire un truc entre Asie, Europe et Afrique. Bon, voilà, c'était son truc de s'extraire de l'impérialisme américain et de faire notre propre impérialisme en fait. Tout simplement, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais c'est vrai que Charles Maurice, qu'on l'entend tous les 5 ans parce que il tente le coup. Et donc, si tu t'intéresses, 2012, merci Gultix. Donc, il y a bien eu un trou hein, quand même. Hein. Il n'a pas réussi en 2002, mais il a quand même réussi en 2012. C'est un mystère comment des gens comme ça arrivent à avoir 500 signatures de maire pour être candidat. C'est quand même une performance en soi, quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait après Dominique Voynet? Vas-y. Ah oui. Alors, petit jeu, ça se voit pas là. Hein. De qui est cette affiche? De qui est cette affiche? Allez, tu laisses un peu de temps. T'as le droit de jouer. Hein. C'est quelqu'un qui est encore dans la vie politique actuellement ou pas? Non, le pauvre quand même. Bah non. C'était 95. C'est 95? Ouais. Il est encore vivant ou pas? Oui, il est encore vivant. Ah, je vois que, ok, il y a des réponses. C'était Chirac? Ouais, c'était Chirac. Bravo, Capitaine Philippe. Et, bravo. Non, bravo, Capitaine. Non, dommage, Capitaine Philippe, tu as perdu. Bravo, Madame et le variate relou. C'est Chirac, et moi, ça me fait rire parce que, en fait, c'est lui, il a fait campagne avec le nouveau service volontaire, mais c'est lui qui, une fois arrivé au pouvoir, a supprimé le service national obligatoire. Voilà, bon, bah, pourquoi pas. Hein. Donc c'est drôle de faire campagne sur un sujet pour ensuite le bazarder. Merci de me permettre d'aller plus vite. Et donc alors, qu'est-ce qu'elle dit cette étude? Voilà, désolé, hein, j'ai fait cette petite incise, mais j'adore ces conneries d'archives. Et il se peut que je vous en ressorte un peu. Non, c'est très bien, j'ai bien aimé, j'apprécie. Merci Raphaël. Merci. Alors qu'est-ce qui ressort de l'étude? Eh bien, sachez que l'AMF Cevipof, ils ont interrogé 4657 maires. Hein. Enfin, non, ils ont interrogé beaucoup plus, mais 4657 ont répondu, donc c'est pas mal quand même, sur 36 000 potentiels. Et en fait, ils expriment un sentiment entre résignation et incertitude au regard des prochaines échéances électorales de mars 2020. Et donc, pour savoir si ils ont déjà pris une décision de renouveler leur candidature pour 2020, eh bien, 1 sur 2 indique vouloir abandonner son mandat. Vas-y, tu peux envoyer le graphique suivant. Donc vous voyez qu'en moyenne, c'est la moitié qui veut pas, qui annonçait ne pas se représenter. Mais par contre, il y a des différences entre les villes en fait. C'est 55% des maires des communes de moins de 500 habitants et seulement 28% des maires des communes de 5 à 10 000 habitants et encore moins, parce que c'est seulement 9% des maires de communes de plus de 30 000 habitants. Alors ça, à quoi c'est dû? Eh bien, tout simplement parce que plus votre commune est petite, et moins vous avez de moyens. Et par contre, les missions, elles peuvent être toujours très lourdes. Et donc, le temps dont vous disposez n'étant pas infini, eh bien, un petit maire peut devoir tout faire lui-même, ne pas avoir non plus beaucoup de moyens pour embaucher une équipe autour de lui. Parfois, c'est juste une assistante à temps partiel, c'est-à-dire partagée souvent entre 2, voire plus de communes. Ça, c'est souvent le cas dans les petits villages, hein, de, mettons, 150, 200 habitants. Et ça peut être vraiment très très lourd et très compliqué pour ces gens qu'on appelle les petits maires. Mais bon, j'aime pas trop cette expression, mais bon, les maires de petites villes, voilà, on va dire ça comme ça. Jérém 000, ça me fait rire ce mot impérialiste, comme si l'Occident en avait le monopole. Oui, c'est ce que
t'as raison, c'est ce que je voulais dire, hein. Il peut y avoir un impérialisme chinois, impérialisme japonais, indien. Chaque pays un peu puissant peut s'amuser à avoir son propre impérialisme, hein. Ce n'est pas propre à l'Occident. Jamais, jamais de la vie. Ok, alors on y va, hein. Raphaël m'impose un rythme, Je hein, sais pas, soit je suis trop pas assez rapide, Non, mais soit c'est trop. bon. Donc, je Aucun sais problème, aucun problème. Si je suis pas content, je me lève et je viens tout plus. de Tu suite. mets des claques, n'hésite pas. Exactement. Oui, alors les raisons invoquées, hein, bon, eh bien c'est la vie familiale, hein, ou alors ils ont rempli leur devoir civique et bon, genre, moi, pouf, hop, voilà, ça, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Donc bon, alors le coup du malaise, c'est pas forcément vrai. Il y en a, mais il y a aussi le souhait de passer la main et une fatigue générale, quoi. Mais il y a quand même beaucoup d'insatisfaction ressentie par les maires, comme le dit par exemple le fait qu'il y ait le changement de compétences en fait des intercommunalités et qui est ressenti de manière très négative par les maires. Donc, parce qu'il faut savoir que en France, depuis quelques années, notamment depuis la loi qui s'est appelée la loi NOTRe, en fait, eh bien, les villes sont invitées à se réunir au sein d'intercommunalités et donc de déléguer une partie de leur mission à l'intercommunalité. Évidemment, c'est des choix concertés, hein, même si les préfectures peuvent arriver et dire bah, écoutez, ça prend trop de temps là, votre histoire, donc moi je vous invite très fermement à vous mettre ensemble. Et d'ailleurs, c'est fait, voilà, je prends 20 communes, vous êtes ensemble et vous vous débrouillez entre vous. Et donc, ça, c'est parfois mal perçu par les maires. Et donc, ça met en place ce qu'ils ont appelé, enfin, ce qu'ils ressentent comme une relation asymétrique et une perte d'autonomie des communes, hein. C'est-à-dire qu'elles ont de moins en moins de missions, mais par contre, comme l'intercommunalité est au-dessus et les gens ne les lisent pas l'intercommunalité de manière directe, et bien, en fait, on continue à se tourner uniquement vers la mairie. Et donc, tout ça, c'est ressenti de manière très dure par certains maires, à un point donc que eh bien, certains ne veulent pas se représenter et estiment que tout ça agit de manière très négative sur leur autonomie, leur mission, leur mandat et la vie de leur commune. Voilà, à ce point que donc en fait c'est 75% des maires interrogés qui jugent de manière négative les changements introduits par la loi NOTRe, hein, et 68% désapprouvent même la réorganisation des services déconcentrés de l'État. Et c'est quoi les services déconcentrés de l'État? J'aime bien faire des parenthèses comme ça. Eh bien, les services déconcentrés de l'État, c'est un truc très compliqué, mais vous allez voir, c'est simple au fond. Ce sont les services qui assurent le relais sur le plan local des décisions prises par l'administration centrale et qui gèrent donc les services de l'État au niveau local. Donc en fait, ce sont des délégations des ministères, en fait, intérieur, environnement, éducation nationale, etc., etc., en niveau régional, départemental, voire sub-régional. Enfin, il y a tout un jargon, c'est des zones. Enfin bon, ça, je vous l'épargne parce que je n'y connais rien et j'ai pas tout compris non plus, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est de savoir que ce sont des représentants, en fait, de l'État et des ministères au niveau local, donc vraiment de l'administration, hein. Et coucou à toi aussi, Doudou 6040. Et pour vous donner quelques exemples, il y a par exemple les directions régionales des finances publiques, les DRFIP, les DRAC, qui sont les directions régionales donc de la culture, hein, qui représentent le ministère de la Culture au niveau régional, les rectorats pour l'éducation nationale, et la célèbre direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qu'on a nommé plus simplement, eh bien, la directe. Donc Doudou 140 nous dit que c'est une mainmise par le gouvernement de ce que les maires annoncent. Oui, merci Claudius, c'est la direction régionale des affaires culturelles. Merci de me renvoyer à mon oubli d'avoir mieux expliqué ce que voulait dire le A. C'est pas une mainmise du gouvernement, en fait, c'est plutôt, enfin, ouais, disons que c'est une forte incitation à réduire le nombre de communes pour que la gestion soit mutualisée entre ces communes. Parce qu'il part du principe qu'une commune de, mettons, 200 habitants n'a pas les moyens d'agir seule et qu'il vaut mieux être au moins à quelques milliers d'habitants pour avoir plus de ressources propres et aussi la dotation d'État qui sont gelées ou en baisse, hein, ça aussi c'est un autre problème. Et d'ailleurs, Gilles Le Proust en avait pas mal parlé dans l'interview, 25 octobre, je vous invite à revoir cette émission, hein. Si quelqu'un peut mettre le lien éventuellement aussi, hein, dans le chat, n'hésitez pas. Sinon, voilà, cette enquête révèle aussi que la République décentralisée est en panne et les maires eh bien, bénéficient en fait du niveau de confiance le plus élevé de la part des Français. Mais le problème, c'est qu'ils ont de moins en moins les moyens des missions que les citoyens français
les imagine faire finalement, puisque c'est beaucoup plus maintenant les intercommunalités qui vont gérer des choses aussi bêtes que les médiathèques, les piscines, les terrains de sport, le ramassage des déchets, etc., etc., la vie culturelle, etc. Donc, Nouvelle-Introduce, c'est les petites villes sont bouffées par les grosses qui ramassent tout le pognon. Oui, non, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est un vaste sujet, hein. On peut en reparler encore si vous voulez, hein, mais là, je vais plus avoir le temps parce qu'il va falloir que je parle du modem. Et là, j'ai mis le son du modem. Oui, oui. Non, je sais pas ce qui m'a pris. Non, plus jamais ça. Plus jamais ça, Adrien, s'il te Tu peux plaît. quitter le plateau, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Ne fais plus ça. C'est ma forme que je boive un coup. Merci Sylvain pour le lien dans le chat vers l'émission avec Gilles Le Proust. À la 30e minute à peu près, je reçois le maire d'Allonnes dans la Sarthe. Et on parle bien, et c'est cool. Et il était très bien d'ailleurs, c'était une belle interview. Excusez-moi, je bois un coup. Oui, alors je fais comme Sylvain, du coup je meuble pendant qu'il boit un coup. Il boit un coup, il a fini de boire un coup. Oh, quel geste fabuleux. Déjà que l'on vote que pour le maire, merci la démocratie au final. Doudou, non, en fait, non, Doudou 60-40, c'est plus. Non, quand même, tu votes déjà pour des listes. Je sais que, bon, après, la tête de liste, c'est souvent la personne qui va devenir maire. Hein, ça, c'est une tradition, mais c'est quand même tout ce qui se fait. Donc, tu votes pour un conseil municipal. Et en fait, maintenant, depuis les dernières élections municipales, tu sais qui siégera à l'intercommunalité si cette liste-là, à partir du moment où ces gens-là iront siéger. Donc en fait, les gens sont fléchés. Tu as sur chacune des listes, en fait, mettons qu'il y ait 40 personnes pour le conseil municipal, tu as 40 noms sur la liste, et cette ville en envoie 15 à l'intercommunalité. Eh bien, les 15 personnes qui iront siéger à l'intercommunalité sont indiquées. C'est-à-dire qu'on sait qu'un tel, en 5e position sur la liste, ira siéger à l'intercommunalité, sera conseiller municipal, évidemment, mais surtout sera conseiller communautaire et peut-être vice-président de l'intercommunalité. Allez savoir, peut-être qu'il est promis un grand avenir. Et Matt Babs nous dit que les conseillers municipaux des petites communes sont bénévoles. C'est vrai, oui. Dans les petites communes, en général, il n'y a que le maire qui est indemnisé. Tout de même les adjoints aussi, quand même. Il n'y a que dans les grosses communes, les communes, au moins les communes moyennes, où on indemnise à hauteur souvent de 50 ou 100 euros les conseillers municipaux. Sachant que donc il y a le maire qui a une indemnité, les adjoints au maire. Maintenant, les conseillers municipaux délégués, qui sont un peu les sous-adjoints au maire. Et dans cette commune, les conseillers municipaux, ce qui sont en fait la part du temps des notes de frais changées. C'est-à-dire que avant ça passait en notes de frais, les gens se faisaient payer une partie de leur frais téléphonique, des trucs comme ça, et on s'était plutôt dit que c'était mieux de leur donner une indemnité, et c'était plus facile et plus régulier, quoi. Ça évitait des problèmes. Sachant que tout ça est plafonné, hein, c'est-à-dire que si vous décidez d'indemniser les conseillers municipaux, et bien cet argent, il faut le prendre soit au maire, soit aux adjoints, soit aux conseillers municipaux délégués. Voilà, vous avez chaque indemnité est plafonnée. Le maire va toucher, mettons, plus de 5 000 euros par mois pour une commune de. Je dis au pif, hein, mais tout est en ligne, hein, si vous voulez vérifier. Une commune de 100 000 habitants, eh bien, il peut monter jusqu'à 5 000, mais par contre, il peut en prendre un peu pour financer donc l'indemnité des conseillers municipaux. Hop. Ouf, je suis fatigué, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai un vrai vertige pour le coup. On est en train de perdre. Ouais, on est en train de me perdre. Écoutez, je vous propose en tout cas de continuer ce débat sur Désolé, Discord. je vais prendre un verre d'eau. Voilà, prends donc. Merci. Non, effectivement, le débat sur les maires, etc. N'hésitez pas à en parler sur le Discord, hein, il est là pour ça. Mais je te conseille de passer au modem, sinon tu n'auras peut-être pas le temps de Si, à partir au modem, voilà. Tout va bien, ça. C'est bon, ça va. Ma tension tout va bien. Non, mais sans déconner, je dois être un peu plus pâle d'ailleurs. Alors, ça va, écoute. Comme j'ai comme invité, je vais m'avachir un peu, ça va aller mieux. Vas-y. Une invitée qui est donc chez les jeunes démocrates, les jeunes du modem en fait. Eh bien, je vais d'abord vous faire un peu d'histoire. Oui, donc la création du modem, eh bien, c'est un parti récent par rapport, mettons, au PCF, qui prend un sucre. Oui, je vais aller me prendre un peu de. T'as de l'homéopathie, Raphaël? Une petite blague gratuite sur l'homéopathie. Donc la création du modem, c'est 2007, juste après la présidentielle, où Bayrou a fait un score canon de 18% des suffrages, un score historique quand même, qui a donné des suffrages à la fois à Sarkozy
et à Royal, hein, puisque même il y a des sondages qui l'avaient placé beaucoup plus haut, et on se demandait même s'il n'allait pas dépasser Ségolène Royal et être contre Sarkozy. Au moins pour un sondage, et merci, oh, c'est mignon. Ah, il n'a même pas osé rentrer dans le champ. Voilà, c'est Sylvain Merci, qui Sylvain, m'a apporté merci. des gâteaux. Ah, Comme ça, je un vais homme bien. survivre à la demi-heure qui arrive. Mais historiquement, alors ce centrisme, bien sûr, ne date pas de 2007. Hein. Oh, merci, Captain Philippe, pour ton abonnement via Twitch Prime. Et donc ce centrisme, si j'en crois bien sûr le site du Modem, hein, puis ses sources, rien de moins que dans Tocqueville, la démocratie chrétienne tout au long du XXe siècle, hein, et les valeurs revendiquées sont celles de l'humanisme, la social-démocratie, ainsi que le libéralisme, hein, donc au sens de la liberté, hein, pas seulement le libéralisme économique. Hein. Euh, Excusez-moi, je me soigne. Mmh. Ils sont bons ces cookies? Délicieux. Incroyable. Est-ce que ça compte pour de l'ASMR, mes bruits de bouche quand je mâche ou... Oui, je pense que les gens adorent. Les gens vont adorer, N'hésite je pas, pense. n'hésite pas à continuer. Et donc on peut pas séparer le centrisme français actuel en tout cas, donc le Modem de Bayrou, hein, qui en est quasiment l'unique figure, avec peut-être quand même Maëlle de Sarnez qui a été pendant très longtemps sa numéro 2, parce que quand même ça fait 20 ans qu'il dirige ce parti, si on prend en compte eh bien qu'il arrive à la présidence de l'UDF en 1998. Tiens, comme ton Oui, naissance, comme hein. on a une décence. Ou les Français champions du monde. Voilà. Alors, l'UDF a quand même toujours été allié à la droite. Donc, à l'époque, c'était le RPR. Mais justement. Et voilà. Tout va mal. Hein, tout va mal. Là, on est en train de le perdre. Voilà, je parle du centrisme et c'est Sylvain, il veut m'assassiner. Pardon. La présence de Bayrou va être l'affirmation progressive, figurez-vous, et oui, de l'indépendance de ce parti, hein, avec notamment le refus de se fondre dans l'immense UMP, qui, à l'époque de sa création, était censé réunir toute la droite, hein, en 2002, et dont le but était de faire réélire un Chirac usé et fatigué. Non, c'est bon, ça va aller, Sylvain. Là, tu vois, rien que le fait que tu dis ça, hop là, je reprends du poil de la bête. Ah, ça va beaucoup mieux, hein. Et donc, après son succès relatif à la présidentielle, Bayrou a tenté, en fait, ce que Macron a réussi, c'est-à-dire former un centre, enfin, a réussi jusque-là, hein, un centre libéral à la française. Hein, et je peux vous dire qu'en 2007, eh bien, le Modem, c'était la hype politique de l'époque. Hein. Il y a des gens qui quittaient leur parti, le PS, les Verts, l'UMP, pour être candidat Modem aux législatives de 2007, hein, voire au municipal de 2008, et espérer rafler la mise. Bon, c'est pas arrivé. Hein. Bon, les législatives, eh bien, en 2007, c'est l'UMP, bien sûr, qui a tout gagné. Hein. Ensuite, les alliances à la fois à droite, un peu à gauche, au municipal en 2008, ont conduit à rendre illisible le positionnement politique du Modem. Et c'est cruel parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça passerait mieux. Mais ça, quand on a raison trop tôt, ou voilà, c'est pas de chance. Et donc, pour vous parler franchement, là, pour le coup, c'est pas que je connais bien parce que moi, j'ai un peu vécu tout ça aussi. Et bien, après l'échec de 2008 et le naufrage de 2009, hein, c'est-à-dire que entre le clash télévisé avec Cohn-Bendit, une émission qui s'était très très mal passée, où Cohn-Bendit l'avait traité de minable, il avait dit tu seras jamais président, mon pote. Et donc le score quand même moyen aux européennes de 8,46% et le succès d'Europe Écologie à l'époque, eh bien la hype est passée du Modem vers les écolos. Et d'ailleurs, ça a fait qu'il y a des militants qui venaient de Désir d'Avenir, qui étaient allés au Modem, et qui après sont arrivés chez Europe Écologie. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Comme j'ai parlé de Désir d'Avenir la semaine dernière, eh bien figurez-vous que ces militants de Désir d'Avenir, pas tous, hein, mais quelques-uns ont fait du tourisme militant en passant de Désert d'Avenir au Modem jusqu'à Europe Écologie. Et certains, je le sais, sont ensuite allés voir En Marche. Et ouais, t'es impressionné, hein? Je te vois là, me regarder avec des yeux comme ça. Ébahi, quoi. Voilà, et les bruitages sont 100% Adrien Sommier. Vous pouvez me croire. Je vous la refais tout. Hop, il part. La gênance. Donc voilà, après, je
je trouve, après 2009, donc le parti était devenu un peu une blague, hein, et les talents avaient fui à la fois par manque de résultats et aussi, m'a-t-on dit, et ai-je lu ici ou là, des gens auraient fui à cause d'une gestion autoritaire du duo Bayrou-Sarnez. Et puis, en 2017, alors j'oubliais, 2012, Bayrou est encore candidat. Bon, là, il n'arrive pas à rééditer l'exploit. Euh, et Nibal 01, tu as quelque chose à dire? Quoi? Que veut dire ce quoi? En 2012, donc Bayrou fait un score assez honorable, hein, et annonce qu'il votera pour François Hollande, et ce qui est quand même la première fois qu'il appelle à voter à gauche, puisqu'il ne voulait pas en fait que Sarkozy soit réélu. Ça ne lui allait pas. Et puis donc en 2017, miracle, donc, et Hollande bien sûr ne lui a pas par contre tendu la main, ce qui à mon avis est une erreur assez grossière, mais bon, passons. Bayrou en fait donc 2017 voit arriver Macron, et là miracle, il le soutient et ça passe. Et donc bon, alors lui par contre pour lui c'est un peu plus bof, hein, parce qu'il a été sûrement un des plus éphémères gardes des Sceaux, hein. Il a dû démissionner après à peine un mois à cause des soupçons d'emploi fictif au MoDem et au Parlement européen. Mais par contre, pour le MoDem, c'est tout bénef, hein, puisque le parti est passé de 2 députés, siégeant donc en non inscrits, hein, sur la mandature de 2012-2017, à 46 députés. Donc rien qu'en financement public, hein, j'ai fait un petit calcul, hein, à 33 000 et quelques euros de financement public par député affilié à votre parti, et bien ça fait que vous passez de 66 000 euros de financement public à 1,4 million. Et ça c'est pas mal aussi. C'est bien. Hein, Raphaël, tu ferais quoi toi avec 1,4 million? Je donnerais tout à des associations, je donnerais à ma famille, à mes amis, et je ne garderai rien pour moi, bien sûr. Ils sont sympas cette génération, c'est vraiment les millennials, la main sur le cœur. Ou je rachèterai Acropolis. Ah ouais, pas mal. Ouais, très bien. Pour réinvestir. Bien, cool, ok. Et ils font de bons placements. Alors, et les jeunes alors? Parce que bon, je parle du MoDem, mais je vous avoue que j'aurais bien fait l'histoire des jeunes démocrates, mais les ressources étaient faibles, et donc je me suis dit, bah tant pis, hein, on va dire que c'est l'histoire du MoDem également, hein, puisque quand même, ils fonctionnent en parallèle. Eh bien, les jeunes, donc, ils sont dans une structure qui s'appelle les Jeunes Démocrates, ou les JDEM, comme le logo le montre très élégamment. Moi, j'aime bien le logo du MoDem, hein. Il paraît que Bayrou, il l'aimait même pas parce qu'il voulait pas que ça s'appelle MoDem, son mouvement démocrate, mais ça se serait imposé contre lui. Donc là, les Jeunes Démocrates, les JDEM, allez tiens, blague, les jeunes UDF, on les appelait les jus de fruits. Voilà. Aïe aïe aïe. Putain, l'humour militant, c'est vraiment le pire, je pense, en fait. Ouais, non, Là, non. Hein. Donc, ces jeunes du MoDem, hein, qui sont jeunes jusqu'à 32 ans. Oula. Ouais. Tu vois, tu as encore de la marge. Hein. Ah, ça va. Eh bien, donc, c'est quoi les jeunes démocrates? Eh bien, oula, qu'est-ce qui se passe là? Raphaël serait capable d'acheter des licences Fortnite. Alors, Raphaël, il sait quand même que c'est gratuit Fortnite. Non, t'achèterais les danses, c'est ça? J'achèterais les danses, les costumes, etc. Trop bien. C'est très bien. Bon, allez, en fait, il me reste plus beaucoup de temps. On déconne. Bah oui, bien sûr. Alors, je suis allé lire ce qu'ils disaient de leur propre activité, hein, comme ça vous en saurez un peu plus sur les jeunes démocrates. Et donc, mais ils ont été fondés en 2008, hein, bien sûr, aux côtés du mouvement démocrate. Et donc, les jeunes démocrates œuvrent pour l'avancement des valeurs humanistes, européennes et écologistes. Voilà, c'est très bien. Et donc ils sont gouvernés par un bureau national, et aujourd'hui, eh bien, à la tête, il y a un certain Pierre Batti, et ils sont organisés en fédération départementale. Du grand classique, hein, j'imagine que c'est un des calques de l'organisation du MoDem. Et alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font du travail de fond, et là ce ne sont pas des commissions thématiques, mais des commandos projets, j'invente rien, c'est écrit sur leur site, hein, dont les travaux sont par ailleurs disponibles sur un médium. Alors c'est pas sur leur site, je sais pas pourquoi, c'est sur medium.com, vous savez, le site où vous pouvez, espèce de nouveau blog, quoi, vous pouvez publier des tribunes comme ça très rapidement, qu'ils ont appelé d'ailleurs l'application 133B. Je sais pas pourquoi, je demanderai à Anaïs, parce que pourquoi ça s'appelle 133B? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que ça fait référence à... C'est pas le 133 bis rue de l'université? À tous les coups, c'est ça. Ça y est. C'est ça, elle confirme, voilà. Anaïs confirme, c'est le 133 bis rue de l'université qui est l'adresse du siège du mouvement démocrate. Un siège à 2 pas de l'Assemblée nationale, c'est vachement pratique.
Merci de confirmer ça dans le chat. C'est cool. Mais vous voyez, j'ai trouvé avant. Donc, ils font aussi des actions militantes. Bon, ça, c'est normal. Hein. Des formations. Et oui. Et là, il y a une... Vas-y, tu peux mettre une image. Hein, il y a... Voilà. Et bien sûr aussi, ils font des rencontres. Et là, vous avez une photo des jeunes du MoDem, enfin des jeunes démocrates, lors d'université d'été du parti. Voilà, ils sont tous là. Enfin, je ne sais pas s'ils sont tous là, mais en tout cas, tous ceux qui étaient là sont sur la photo. Et donc, il y a une bonne ambiance, ça fait plaisir. Et ils font aussi des rencontres au niveau européen. Et je vous avais déjà dit que les jeunes... université de rentrée, oui, d'accord, Sylvain, oh, ça va, c'est encore l'été techniquement. Et eux, en fait, leur fédération au niveau européen, ce sont les Young Democrats for Europe. Par exemple, je vous avais dit que les écolos, c'était Federation of Young European Greens. Et donc là, c'est les jeunes démocrates pour l'Europe. Et bah c'est tout. Et donc, eh bien, écoutez, maintenant que je vous ai présenté ces jeunes démocrates... Tu avais des images encore, je sais pas trop. Non, après c'est fini, D'accord, merci. très bien. Ah si, il y a le logo des... Ah, tu peux revenir sur le logo des JDM. Voilà. Et voilà, c'est celui-là. Non, merci. Pas... Non, ça, c'est la semaine prochaine, ça. Oh, j'ai spoilé, incroyable, j'ai spoilé. J'avais déjà dit de toute façon. Excuse-moi. Voilà. Mais par contre, incroyable. Tu pourras te mettre en plus petit ou je sais pas, te débrouiller pour. Et donc, il va être temps d'accueillir donc une vice-présidente des jeunes démocrates, Anaïs Broud, juste après une petite pause de 2 minutes quand même pour qu'on s'installe. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Coucou, nous revoilà. Et donc, eh bien, Anaïs m'a rejoint, vice-présidente aux Jeunes Démocrates, chargée de l'événementiel. Voilà, comme ça. Donc, bonjour et merci d'être venu. Et merci pour l'invitation. Donc,
en charge de l'événementiel. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que je suis en charge d'organiser des événements thématiques en lien avec le projet pour valoriser à la fois les idées des jeunes démocrates, mais aussi aller à la rencontre des autres jeunes, voilà, être aussi dans l'écoute et dans le débat avec d'autres personnes. Ça fait longtemps que tu es aux Jeunes démocrates? Alors, moi je suis militante depuis 4 ans et en fait je suis vice-présidente, enfin j'ai des responsabilités au bureau national. C'est mon 2e mandat. Donc avant j'étais vice-présidente en charge du projet. D'accord. Les commandes de projet, c'est moi la responsable. Et donc voilà, et aujourd'hui je suis plutôt sur l'événementiel, sachant que les principaux événements qu'on a pour l'instant aujourd'hui sont très centrés sur l'Europe en vue des élections européennes, vu qu'on est un parti très européen, et on pourra en parler ensuite. Ok, oui, c'est l'ADN des centristes, quoi, effectivement, l'Europe. Et j'en profite pour remercier Pavel Rhapsody pour son abonnement son abonnement via Twitch Prime. Donc, donc tu as des amis dans la salle, visiblement. Salut Anaïs, salut Anaïs, salut Anaïs. Bon, très bien. Et tu aurais une voix à faire la voix off sur les sortes de dessins animés de campagne. On m'a déjà dit des choses bien pires que ça, donc merci. Ah bon. Mais tu as fait de la voix off pour des clips du Modem? Oui. Ah bah en plus, bah voilà. Pour une campagne interne jeune, effectivement. Et ben voilà. Oui, mais je crois savoir qu'il est possible que Nibal en a entendu parler, je pense. Ok, alors Jean Massier a une question. Bonjour Jean, ça va? Tu connais Acropolis? Installe-toi, on parle politique. C'est quoi le bureau national? Le bureau national, c'est le gouvernement d'un parti politique. En fait, c'est un peu prétentieux, mais il y a le président, autour il y a les membres du bureau national qui ont chacun des responsabilités. Il y a des vice-présidents ou vice-présidentes, il y a le secrétaire général, le trésorier, donc ça c'est les postes un peu clés. Et voilà, on a chacun un périmètre défini. Et voilà, en fait, on est élu en tout cas pour 2 ans aux Jeunes démocrates, et on fait vivre, on est chargé de l'animation du parti jeune. Et voilà, on travaille ensemble à cette fin. Très bien. Et alors, donc pour tout vous avouer, Anaïs, je pense que c'est la première personne que j'ai contactée pour cette saison, pour les inviter à Party Time, et elle n'avait pas pu venir justement à cause des universités de rentrée, c'est ça en fait? Exactement, les universités de rentrée. Dans le Morbihan, j'ai encore oublié, Guidel, c'est ça? Guidel, voilà. Donc dans le Morbihan, et donc je pense que je vais te demander, et ça s'est bien passé, et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces universités d'été? Alors l'avantage, c'est que du coup le lieu est facile à retenir, puisque en tout cas depuis 4 ans, c'est toujours La Rochelle, quoi. Donc voilà, ça devient un lieu symbolique et emblématique. Il fait souvent très beau, contrairement aux stéréotypes sur la Bretagne. Et c'est vrai que c'est des moments forts, à la fois en termes d'idées. En fait, il y a plein de conférences plénières où on fait intervenir surtout des experts sur l'économie, sur l'Europe, sur l'environnement, sur les questions sociales, sur l'éducation. Et à côté de ça, alors moi, pour tout vous raconter, au tout début, j'étais complètement fan des conférences plénières parce que je sortais de mes études et que j'avais encore beaucoup cette culture-là. Et en fait, à côté, il y a des petits ateliers en plus petit nombre qui sont aussi très très intéressants, avec des ateliers de formation sur qu'est-ce que c'est être militant, qu'est-ce que c'est. Il y a du média training, là par exemple, j'ai assisté à un atelier sur les municipales, sur c'est quoi un budget municipal, et même en tant que militant. Moi, j'ai jamais eu de mandat municipal, de mandat local, et c'est des choses qu'on ignore complètement. Et ça permet de se former, de se forger un peu une culture politique. Et voilà, c'est assez intéressant. Donc tu préfères maintenant les petites rencontres C'est ça. Okay. En tout cas, c'est ce qui fait le sel de ces universités d'été. Ouais. Enfin, pardon, de rentrée. Désolé, je sais qu'il y en a des puristes dans le coin. Alors, il y a une question qui m'a... Azuric nous demande à quel point les jeunes démocrates sont dépendants du Modem, en fait. Alors, il n'y a pas vraiment de question de dépendance. En termes on a toujours eu une certaine marge de manœuvre en termes d'idées, en termes de fonctionnement, d'autant plus qu'avant, dans la mesure où le mouvement démocrate avait relativement peu de budget, les jeunes démocrates aussi, donc il n'y avait pas ce lien qui pouvait exister avec, par exemple, entre le PS et le MJS, avec ce lien économique qui du coup crée un peu cette relation de dépendance. Je pense qu'aux jeunes démocrates et au Modem, on a profondément la culture du respect aussi de la différence de point de vue. En tant que jeune démocrate, on a porté des positions qui n'étaient pas celles du Modem. Je me souviens on a défendu une certaine forme de revenu de base avant les dernières élections, par exemple. Je pense que personne n'a jamais entendu parler François Bayrou de revenu de base, même si c'est une idée qui a cheminé aussi dans notre parti.
Voilà, avec des débats sur ses formes et surtout un gros questionnement sur les problématiques de financement. Bien sûr. mais donc voilà, une certaine liberté dans les idées. Après, voilà, il y a une filiation. On est le mouvement jeune du MoDem et on revendique clairement. L'adhésion croisée obligatoire ou ça peut être l'un ou l'autre? Oui, en fait, on adhère au MoDem. Mais dans l'animation, on est. En fait, soit on fait partie des jeunes démocrates, soit on peut complètement snober les jeunes démocrates et dire directement j'ai 32 ans, j'ai plus l'âge pour ça, je vais directement. Mais de toute façon, 32 ans, c'est la limite, c'est ça? Alors en fait, le cap, c'est 33 ans. C'est-à-dire quand tu as 33 32 ans ans révolus. C'est ça. D'accord, c'est comme la carte 33 ans, SNCF. Okay. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de permettre aux membres, donc aux personnes qui passent ce cap de 33 ans, de pouvoir avoir un statut particulier, honorifique, pour qu'ils gardent quand même un lien avec les jeunes démocrates. C'est un peu des membres d'honneur. Et en fait, on travaille beaucoup sur l'intergénérationnel, sur la coopération entre les aînés et les jeunes. Et on a notamment développé une académie des jeunes démocrates qui permet à des jeunes en fait, de se faire parrainer par des élus, qu'ils soient locaux, nationaux ou même européens. Et voilà, et donc quelqu'un qui va débarquer en politique va pouvoir apprendre de l'expérience d'élus, voilà, de leur expérience de terrain, de leur parcours. Et à l'inverse, c'est un truc qui marche dans les deux sens. Nous, jeunes, on a aussi des compétences, des idées. En termes de compétences, je pense par exemple aux réseaux sociaux. Voilà, on est digital native, il y a des choses qu'on peut facilement apporter aux aînés à ce niveau-là. Et voilà, c'est aussi des échanges de points de vue. Ok. Et voilà, des choses qu'on met en place. Et alors, je ne sais plus qui avait posé la question, mais pourquoi commando projet? C'est quoi ce terme en fait? Alors, oui, il m'avait surpris, hein, c'est pour ça que je l'ai dit là. C'est pas des commissions thématiques, c'est des commandos projets. Tu as déjà fait partie d'une commission, d'un espèce de groupe de travail censé produire des idées. Alors, donc, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Pour avoir animé à la base des commissions projets, les difficultés qu'on avait, c'est que ça durait très longtemps. En fait, plus il y a de personnes autour de la table, plus c'est difficile. En fait, plus l'objet est large et plus il y a de personnes autour de la table, plus c'est difficile d'arriver, et dans des délais relativement courts, à formuler des propositions. Le problème, en tout cas la contrainte, c'est que le calendrier, le rythme politique est très rapide. C'est-à-dire que parfois, il faut pouvoir réagir sur un sujet rapidement. Et que même en termes de mobilisation, nous on est des jeunes bénévoles, c'est compliqué de garder quelqu'un mobilisé pendant 3 mois sur un sujet. Et donc voilà, et donc on s'était fixé un peu cet objectif de à la fois vraiment centrer, cadrer la thématique sur un objet précis et d'être sur un rythme, un rythme assez court. C'est des contraintes qu'on se fixait, et donc d'où cette idée de commande. D'accord, donc c'est un petit groupe qui va réfléchir sur un sujet bien précis pour en tirer un article, en tout cas une liste de choses à faire. C'est une position des propositions. Politique. C'est arrêter un positionnement. En général, on fait un benchmark, on regarde ce que pense le MoDem, mais aussi les autres formations politiques, ce que pensent les experts, etc. Il y a beaucoup de débats en interne. Et voilà, et sur une question précise, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut proposer finalement? Quelles sont les bonnes idées ou qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau? Et voilà, ça donne lieu à des articles. Le vice-président actuel au bureau, c'est Mathieu Bourrasso, que je salue et qui s'inscrit dans la continuité de ce fonctionnement. D'accord. Et alors, nous avons Ophun qui demande pourquoi tu as choisi ce mouvement en 2014. C'est une bonne question. De la base, justement. Pourquoi en 2014? Tu parlais tout à l'heure de 2007 où le MoDem c'était le parti de la hype. En 2014, le MoDem c'était pas du tout le parti de la hype. Donc il faut savoir que j'étais intéressée par la politique depuis un moment. C'était un moment de ma vie où je venais de faire une première année. Donc je venais de terminer ma licence de droit. La 3e année, je l'avais spécialisée en sciences politiques et je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que j'aimais, ce qui m'intéressait. Et plus on prend conscience des problèmes sociaux, du fonctionnement de la société, on commence à s'intéresser aussi à la sociologie politique. Et je me suis rendu compte que dans le système actuel, je voyais la progression du FN, notamment aux européennes, où ils ont fait, c'était la première élection nationale où ils sont arrivés, la première élection où pour la France ils sont arrivés en tête, en tout cas de l'élection européenne. Oui.
profitant du très fort taux d'abstention. Ça a été un déclencheur et je me suis dit, il y a un moment, il faut aussi qu'est-ce que je peux faire? J'étais pas très partante à m'engager dans un parti politique à la base. Je l'ai fait en me disant, voilà, c'est les règles, voilà le jeu, voilà les règles du jeu. Si tu veux réussir à agir, avoir un impact, il faut faire avec. Donc j'ai pris tous les partis. Non, j'ai pas pris tous les partis politiques. Je les ai pas tous regardés parce que je savais déjà à peu près où je me positionnais sur l'échiquier politique. Mais j'ai quand même hésité entre 2 ou 3 partis, notamment le MoDem, le PS à l'époque et Europe Écologie Les Verts. Et voilà. Et j'ai vraiment essayé de choisir en termes d'idées. Et c'est vers le MoDem que mon choix s'est porté, indépendamment des questions de notoriété. À l'époque, je n'avais pas en tête du tout d'avoir des responsabilités, que ce soit interne ou externe. C'était plutôt comment est-ce que je peux faire avancer ces idées-là et cette vision du monde qui correspond le plus à la mienne. D'accord. Nangultix, elle n'a pas pu faire Kabairou, qui est la... Je ne sais pas si tu vois, Kabairou, c'était le détournement de Camaro. Oui, si. Mais c'était en 2007, je crois. C'est un peu un même Donc chez nous, ça commence... Et c'est encore une légende, hein, c'est chez encore les connu. anciens, ouais. D'accord. Eh ben, dis donc. Oui, alors c'est quoi vos relations J'aurais pu en parler d'ailleurs parce que en fait c'était, je l'avais vaguement noté, je l'avais vu aussi vos relations avec les jeunes de La République en Marche, parce que au gouvernement les deux partis sont ensemble. Est-ce que vous faites des trucs ensemble? Est-ce que vous faites des actions, des commandos peut-être thématiques ensemble? Je sais pas. Alors au national, il y a des liens existants et qui je pense ont vocation à se renforcer encore avec les européennes. Il n'y a rien tel qu'une campagne finalement pour rapprocher des partis. Après, au local, les situations sont inégales. Et c'est le cas aussi pour le mouvement aîné. C'est quelque chose qui est assez proche. Donc on parle, on partage un certain nombre d'idées communes. Il n'y a pas de... Voilà. Il y a des collaborations, mais on est encore 2 entités bien distinctes. Ok. Brachamul, excuse-moi, oui, je crois que tu as déjà posé la question. Tu voudrais bien un exemple de proposition alors, c'est peut-être pas toi, parce qu'il y avait 2 questions. Alors, ah oui, si, Brachamul, est-ce que tu as un exemple de proposition dont tu es fier, notamment quelque chose qui serait sorti d'un commando thématique, c'est un commando projet? Je peux dire MoDem ou JDEM. Je peux faire les comme tu veux. Une JDEM, une MoDem, allons-y. Hein. Ok, ça marche. Si tu peux, hein, pas vrai. Je peux citer plein de propositions. Allez, on y va. À plein de niveaux différents. Déjà, d'un point de vue historique, j'ai été très fière des conditions que Bayrou a mis sur l'alliance avec Macron. Tu en as parlé un petit peu de l'alliance, mais pas des conditions. D'accord. Parce que ce n'était pas quelque chose d'inconditionnel. Et il faut quand même rappeler que c'est François Bayrou qui a demandé à ce qu'il y ait une loi sur la moralisation de la vie publique. Et voilà, qu'il y ait un changement des pratiques. À ce moment-là, j'ai été fière. Je trouve que cette loi est un premier pas intéressant, qu'on pourrait aller encore plus loin, évidemment. Mais voilà, c'est quelque chose... la lutte notamment contre les conflits d'intérêts. Aux jeunes démocrates, un peu dans cette... toujours sur la même thématique, mais pour revenir aux jeunes, on avait proposé qu'on ne puisse pas en fait, se présenter... que pour pouvoir se présenter à une élection, il faille avoir un casier judiciaire vierge pour certaines catégories. C'était une proposition notamment d'Anticor. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Certains sûrement, oui. Anticor, c'est anticorruption, en fait. C'est ça. C'est une association dont les jeunes membres sont plutôt à gauche d'ailleurs, mais on ne se positionne pas par rapport à ce clivage. C'est vrai, non, bien sûr. Qui a pour but de promouvoir les bonnes pratiques anticorruption et de dénoncer la corruption dans la vie politique française. Voilà. C'est ça. Et donc voilà, donc une proposition aussi qu'on a défendue et dont je suis fière. Pareil, toutes les questions autour du non-cumul, ça fait partie de ce qu'on défend. Le non-cumul à la fois en termes de différents mandats en même temps, mais aussi dans le temps. Je pense que pour rebondir aussi sur le rapport du Cevipof dont tu parlais tout à l'heure, il y avait quand même 50% des maires interrogés qui disaient je ne me représenterai pas parce que je considère que j'ai accompli mon devoir citoyen. Je pense que c'est plutôt encourageant
quand même. Après, il faudrait savoir depuis combien de temps ils sont maires. Alors justement, il y en a beaucoup, c'est des très vieux en fait aussi. Voilà, c'est aussi une question qui se pose. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une réflexion autour de c'est quoi la durée idéale pour un mandat. Est-ce que 5 ans, est-ce que 5 ans ça suffit pour, est-ce que 4 ou 5 ans ça suffit pour être vraiment efficace? Est-ce qu'il faut 2 mandats pour réussir à mener des réformes dans le temps? Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose. On parlait des propositions, juste en termes d'actualité. Vous vous demandez peut-être aussi ce que font les 46 députés. Tiens, oui, parce qu'il faut. Alors, quand même, les habitués savent, puisqu'ils voient les questions au gouvernement, donc ils savent un peu que de temps en temps, ils posent des questions, Ouais. tout de même, déjà, mais ils font sûrement plus quand même. Oui, effectivement. Je pourrais vous parler de plein de sujets, notamment les territoires. On a commencé aussi un peu à en parler. On peut détailler si vous le voulez. Mais j'ai vu, alors c'est pas dans les grosses propositions, enfin je ne sais pas s'il y a vraiment des grosses propositions MODEM qui sont très très valorisées dans les médias malheureusement. Mais lundi matin, non c'était lundi soir, je suis tombée sur une proposition de loi de Nathalie Elimas sur le renforcement de la recherche. En fait, c'était donner les moyens dans la lutte contre les cancers des enfants, les cancers pédiatriques. Et du coup, il y a différents volets dans sa proposition de loi. Il y a renforcer les financements pour la recherche. Il y a le droit à l'oubli. Donc là-dessus, le groupe En Marche a voté contre. Dommage. Et il y avait aussi mieux permettre aux aidants d'accompagner leurs enfants avec une révision des allocations. Ça, c'est un exemple concret. C'est des propositions qui sont portées par le groupe MODEM, donc initiées par Elimas. Et voilà, et c'est des petites. Pour moi, c'est des petits progrès qui font aussi l'utilité et qui donnent du sens au travail parlementaire. D'accord. Alors j'ai 2 questions que je vais mettre en une seule et même question. J'espère que les gens qui les ont posées me pardonneront. Donc donc c'est à la fois Nibal et et de Max the Answer. Donc, alors Nibal qui remarquait qu'il y avait 8 femmes seulement sur 21 membres du bureau national chez les JDEM. Et donc, il te demandait s'il y avait quelque chose pour... Non, c'est bon, merci Raphaël. S'il y avait quelque chose de fait pour justement favoriser la parité au sein des jeunes démocrates. Et ça me permet d'enchaîner sur la question de Max the Answer qui te demande si tu te sens particulièrement investi sur ces questions d'égalité femmes-hommes. Bien. Alors, effectivement, la question de la représentation des femmes en politique, c'est une question qui me concerne particulièrement, et d'autant plus que donc, ça fait 4 ans que je suis engagée, et je ne compte pas les réunions que je fais où sur 15 ou 20 hommes, il y a 2 ou 3 femmes, et régulièrement des réunions où je suis la seule femme. Quand même. Non, mais voilà, ça c'est le constat, qui n'est pas propre aux jeunes, qui est aussi existant chez les aînés. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange profondément, et au sens aussi d'interrogation de la démocratie. Est-ce qu'on peut parler d'une réelle démocratie quand il y a si peu, quand les femmes sont à ce point sous-représentées que ce soit au Parlement. J'étais vraiment très très heureuse de la promesse qu'a plutôt tenue Macron sur. Je trouve qu'il a vraiment été le premier à faire un effort pendant les législatives. En tant que écolo, je te dirais que ouais. On l'avait fait avant, mais ça se voyait moins parce qu'il y avait moins d'élus. Là, bon, évidemment, 48% de femmes, non, c'est très bien. Voilà, je trouvais que c'était un vrai progrès, et ça montre aussi que c'était la discrimination positive. Enfin, ils ont mis le paquet en termes de communication pour que les femmes présentent leur candidature, et c'était top. Pour revenir au parti, effectivement, au mouvement jeune, on a une vraie problématique. Sur les dernières élections internes, on l'a vu, on avait beaucoup de mal à former des listes paritaires. Moi, je dirigeais la campagne d'un des 3 candidats. On s'était fixé comme objectif d'avoir la parité sur la liste. On s'y est pris assez tôt. Et au final, on n'a pas eu la parité parfaite. Et pourtant, on a été la liste qui a été la plus représentative. Et la deuxième difficulté, c'est sur les postes à responsabilité. C'est-à-dire que c'est une chose... Il y a déjà moins de femmes qui sont engagées. Et quand il s'agit de prendre des responsabilités, même des petites responsabilités, de venir prendre des responsabilités nationales dans un mouvement jeune, c'est pas non plus... c'est un engagement, ça demande du temps, de l'énergie et tout ce qu'on veut. Mais je pense qu'il y a des mécanismes d'autocensure qui sont très présents, des questions que se posent les femmes que se posent probablement moins de garçons.
C'est-à-dire que les femmes, je pense que les femmes ne disent pas moins de conneries que les hommes, mais en tout cas, elles osent moins les dire. Et du coup, voilà, c'est assez dommage. Autocensure dans la prise de parole. Et puis voilà, moi, donc du coup, je suis allée les chercher, les femmes aussi, pendant cette campagne. Et ce que j'entendais, c'est ah ouais, mais j'ai peur de pas avoir le temps. Tu comprends, j'ai des engagements, le boulot, la famille. Hein. Des questions, enfin des choses qu'on entend beaucoup moins des hommes, qu'on va moins chercher puisqu'ils sont là. Voilà. Ils arrivent même. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on soit particulièrement vigilant sur cette question, quitte à être sur des mécanismes. À la fois de la communication hyper positive pour aller chercher les candidatures, à la fois aller démarcher en one-to-one pour dire mais qu'est-ce qui te bloque, c'est quoi les freins, et réussir à rassurer aussi. Je pense qu'une grosse partie du travail, c'est de dire mais tu es légitime, tu es capable, ou en tout cas autant que les autres, et tu peux le faire. Et il y a des moments où tu ne seras pas dispo, et il y a des moments où voilà, mais c'est juste le quotidien de quelqu'un qui s'engage en politique, et il faut pas avoir peur. Technique, pourtant, il y a énormément de femmes en droit. Oui, en droit, mais pas en politique. Enfin... Oui, et même pour avoir fait donc une licence de droit, sur les métiers qu'elles choisissent, enfin les métiers que les hommes et les femmes choisissent à la sortie de licence de droit, il y a des conclusions qui sont hyper intéressantes sur les filières du droit qui payent le plus, droit privé, droit fiscal, machin. Ah oui. Il y a beaucoup plus d'hommes, droit des affaires. Et sur toutes les filières du droit qui rapportent moins, droit social, droit public, etc., on a beaucoup plus de femmes. Donc en fait, c'est... Ça alors. Voilà. Encore une coïncidence. je ne sais pas, peut-être. certains ont l'air de vouloir qu'on le croie. Alors, Faisant nous demande si... doucement, s'il vous plaît. Si tu as un critère de vérité en politique, vaste question, là. C'est quoi la vérité? Mais bon, après tout, vas-y. Est-ce que tu as un... Comment pour la reformuler? Non. As-tu un critère de vérité? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de Faisant. Mettons, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu considères comme quelles sont tes limites peut-être, ou sur ce que tu pourrais défendre, ou est-ce que tu considères qu'il y a une vérité? D'ailleurs, tiens, c'est intéressant. Je pense que si on prend 4 personnes de 4 partis politiques différents, ils pensent chacun avoir une vision du monde qui est la meilleure, en fait, enfin, qui est la plus bénéfique pour la société, la plus juste, la vraie. Je pense qu'il faut avoir une posture d'humilité par rapport à ça, et se dire que voilà, qu'il y a d'autres visions du monde qui sont intéressantes, qu'en fonction de nos vécus, on voit les choses différemment, qu'on est plus ou moins sensibilisé à des questions, qu'on ne détient pas justement chacun la vérité en soi, et que c'est pour ça que je crois profondément au pluralisme. Ma vérité, enfin, je pense que la vérité, elle se construit à partir du pluralisme, du fait d'écouter tout le monde, y compris différentes sensibilités, parce que l'essence du modem et du centrisme, c'est de se placer au-dessus des clivages. C'est pas juste une formule. Je sais que vous l'avez beaucoup entendu pendant la campagne de Macron, et nous aussi, on s'en est beaucoup servi avant, mais c'est pas juste se placer au-dessus, et c'est pas une formule creuse. C'est parler avec la droite, parler avec la gauche, parler avec les écologistes, parler avec les Européens, enfin mélanger toutes les sensibilités et réussir à construire quelque chose qui s'approche le plus de l'intérêt général. D'accord, merci. Il y avait Crénew qui te demandait, qui tu veux qui te marque le plus dans ton engagement? Alors je dirais Florian Wiekowski-Crénew, parce que c'est mon meilleur ami. Déjà, en première personnalité politique. Bon bah salut hein. Bonne question, très bonne question. Je balance. Et non, c'est vraiment une question difficile, il le sait. En fait, je fonctionne pas vraiment en termes je fonctionne en termes d'idées, beaucoup plus que de personnalité. Il y a des figures qui m'inspirent. Simone Veil. D'accord. Voilà. Ancienne UDF aussi, on parlait tout à l'heure de l'histoire du modem qui s'inscrit dans cette filiation-là. Simone Veil pour sa détermination, sa combativité, et notamment pour son engagement en faveur du droit à l'avortement. Et donc voilà, ça c'est le nom qui s'impose. Ça en fait un, c'est déjà bien. J'ai pas de figure, j'ai pas un portrait au-dessus de mon lit, quoi. C'est pas mon... Non, bon, oui. J'ai des portraits de Giscard. J'en connais qui ont des affiches de Juppé au-dessus de leur lit. Ah, oh.
Oula. Oui, t'imagines faire tu l'amour avec balanceras un hors AJP antenne. qui te regarde, Tu c'est compliqué. balanceras hors antenne alors, ouais. Merci. Ça m'intéresse de savoir qui fait ça. Pourtant, la Juppé. Enfin, mais bon, ok. Chacun ses goûts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, Jacqueline Gouraud. Ah, oui, bon. Bon, alors, oui, d'accord. Ramsès, Néron et Gengis Khan, est-ce que ça vous va? Je sais pas. Oh là, ça va trop vite, j'arrive pas à savoir s'il y a des questions qui se posent. Il y a quelqu'un qui débatte sur la parité nécessaire ou pas. Juste sur Jacqueline Gouraud, je peux dire que je suis contente. Donc, petit Vas-y, précis, oui. c'est qu'au dernier remaniement, Jacqueline Gouraud, qui était en charge de la collectivité de Corse, est devenue ministre de la cohésion des territoires. Donc, elle chapeaute plusieurs ministres placés sous l'autorité des ministres et secrétaires d'État. Donc voilà, elle a un très gros ministère. Enfin, on l'a bien senti, et c'est aussi une réponse aux Gilets jaunes que je pense qu'Emmanuel Macron a quand même conscience de l'urgence qu'il y a à réconcilier l'action du gouvernement avec juste les citoyens. Et aussi, voilà, et aussi avec les habitants des territoires, en tout cas pas urbains, donc ruraux et semi-ruraux. Et voilà. Et je pense que l'élargissement du coup du ministère de la cohésion des territoires et son renforcement, c'est un signal, et que la nomination de Jacqueline Gouraud en est un autre, puisque c'est une MoDem et que notre parti politique est très identifié sur, voilà, sur les territoires, sur la défense des territoires, de la ruralité aussi. Voilà. En habitant à Saint-Denis, je suis bien placée pour dire qu'il y a un réel besoin en termes de moyens, d'attention, de politique publique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et je pense qu'il ne faut pas opposer à la fois les quartiers et la campagne, et qu'aujourd'hui, il faut répondre à ce sentiment d'abandon qui s'exprime aussi avec les Gilets jaunes, parce que ce n'est pas juste une question de carburant. Ok. Alors tu vois, il y a une question de Sylvain et Cladius là qui te demande qui tu vois pour remplacer Bayrou quand il partira à la retraite. Mais Max the Answer a la réponse, comme son nom l'indique. Hein. Anaïs pour remplacer François Bayrou. Voilà, bon, on va prendre date alors. Hein, peut-être que tu vois, on leur a dit sur Acropolis quelques années avant. Mais j'ai pris ta question, Sylvain, pour te remercier. Tu m'as apporté des cookies, hein, mais Anaïs n'est pas obligée de répondre. Hein, on est d'accord, parce que je sais pas. Qui pourrait remplacer Bayrou? Il est irremplaçable. J'ai pas de réponse à cette question. Par contre, ce que je peux dire, c'est que bon, François Bayrou est le fondateur du parti, et ses idées imprègnent complètement notre mouvement. Après, voilà, je pense que le parti ne se réduit pas à François Bayrou, qu'il y a aussi d'autres figures qui émergent aujourd'hui. Ce n'est pas une réponse à la question, mais on essaye de plus en plus justement de faire émerger d'autres figures. On se souvient du score de Marc Fesneau à l'élection, enfin en tout cas moi je m'en souviens, à l'élection au Perchoir, où il a fait, Oui. je ne sais plus combien de voix, mais... Il en a fait 30 ou 40 de plus que ce que lui promettaient les députés MoDem. C'est ça, et en tout cas plus que le nombre de députés à l'intérieur du groupe. Donc on a Marc Fesneau, qui est une figure qui monte. Et qui est aujourd'hui ministre des Relations avec le Parlement quand même. Tout à fait. Et voilà, Yann Verling qui vient de devenir secrétaire général du MoDem. On a des députés, voilà, on a des députés aussi qui se démarquent. On a des jeunes qui sont, voilà, qui sont hyper motivés, enfin, je vais en dire que du bien parce que pour beaucoup ce sont mes amis. Mais voilà, des jeunes qui, je pense, ont l'avenir et ont aussi des choses à apporter à leur ville, à l'Europe, à leur pays. Mais c'était un peu lyrique. Non, mais j'ai bien aimé. Faut vous m'arrêter quand je parle là-dessus. Mais non, je n'interromps pas. Après, on va dire que j'interromps les femmes, tu vois. C'est comme en réunion, quoi. C'est vrai. Tu vois. Mais tu ne le fais pas du tout, j'apprécie. J'essaie de laisser parler. Mais bon, c'est sur ces mots lyriques, comme tu dis, qu'on va arrêter. Et merci beaucoup. Merci pour vos questions. Vas-y, oui, si tu veux. J'ai juste oublié de dire un truc. C'est l'instant pub. On organise 2 événements sur les européennes. Donc les Jeunes Démocrates organisent 2 événements sur les européennes. J'ai pris mon pense-bête parce que j'avais peur d'oublier les dates. Le premier, c'est le 1er décembre à Bordeaux sur l'Europe sociale. Et le deuxième, c'est le 13 décembre à Strasbourg sur les frontières. Venez nombreux. Toutes les infos sur les réseaux sociaux, les sites internet. Alors c'est JDEM, hein, pas JDEM FFE comme j'ai fait. Voilà, ouais, c'est non, bien, d'accord. Non, ça marche moins bien. Voilà. Mais non, mais je me suis trompé. Mais J__, comment tu veux deviner? Ouais.
Eh bien, merci à vous pour vos questions. Merci aux habitués, aux nouveaux. Si vous êtes nouveaux, pensez à suivre la chaîne, comme ça vous pourrez participer au chat et poser des questions la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous à 18h30 pour Et l'Europe bordel. Je vais aller préparer l'émission, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'est pas prête. Et me reposer un peu aussi. Et donc, je vous dis au revoir. Au revoir Anaïs. Au revoir, à très bientôt. À bientôt. Salut.